Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui lundi 5 février et j'ouvre un nouveau vlog. Et comme chaque début de vlog, on va commencer par faire un petit point lecture en cours, projet en cours, série en cours, film en cours, etc. etc. Et je vais donc commencer par vous parler très rapidement de ma lecture commune en cours. C'est la lecture commune du mois de février. On est sur le tome 2, les McCoy. J'ai lu la première partie la semaine dernière. Une centaine de pages. Cette semaine, j'ai un petit peu plus à lire. Du coup, j'ai 180 pages à lire cette semaine. Donc voilà, on retrouve Phèdre, Caleb dans la parfaite continuité du tome 1. Tout ça, je vous en ferai l'update plus tard. Niveau audio, j'ai pris Glacé de Bernard Minier, qui est une sacrée brique. J'ai écouté peut-être 30 minutes, même peut-être un peu plus. Et je suis à 3 ou 4%. Donc voilà, je l'attaque juste. Il est énorme ce tome, il fait 700 pages. Donc je vais en avoir pour un bout de temps. Je suis pas très roman, thriller pour les lectures à l'audio. Parce que j'ai l'impression que je suis moins attentive à l'audio que quand je lis en papier. Et du coup, c'est vrai que pour tout ce qui est thriller, où il faut faire un petit peu attention aux moindres détails, etc., c'est quelque chose que je prends très rarement à l'audio. Mais là, l'occasion s'est présentée. On avait une lecture commune que j'ai pris du retard dans d'autres lectures. Donc du coup, j'ai un peu lâché l'affaire sur la lecture commune. Mais je me suis dit que j'allais quand même le passer à l'audio. Il est temps que je le sorte de ma page. Celui-ci, j'ai le tome 2, pardon. Donc ça, c'est Servaz, je crois, il s'appelle, le commandant Servaz. Donc voilà, je me lance enfin dans ceci pour l'audio. Donc pareil, pour l'instant, je peux pas trop vous en parler. Et niveau lecture en cours, je n'ai rien en cours. J'ai terminé une lecture hier, j'en attaquerai une aujourd'hui. Donc je vais vous parler plutôt de la lecture que je vais attaquer. Pareil, en lecture commune sur Instagram. Amélie Antoine, raison obscure, deux familles ordinaires en apparence. Tout va bien jusqu'à ce que tout déraille. Amélie Antoine, je n'ai jamais lu. Et j'en entends tellement du bien qu'en fait je place la barre très très haute. Parce que ce roman-là, j'en entends que du bien. Quasiment beaucoup de ces autres romans, j'en entends que du bien. Surtout celui-ci. Celui-ci, je dois avouer que je l'ai vu quand même pas mal passer et à chaque fois avec des critiques dithyrambiques. Donc je place la barre très haute pour celui-ci. Je l'attaquerai ce soir. Il fait 420 pages. Je suis très très curieuse en tout cas de lire celui-ci. J'ai terminé 2 livres la semaine dernière, 3 livres, un dont je vous parlerai pas tout de suite et puis 2 autres dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans ce vlog. Niveau projet en cours, je suis toujours sur mon point de croix, mon loup, mais j'ai quasiment terminé. Il me manque plus que ce tout petit bout là. Et voilà, et j'aurais terminé mon loup. En plus, c'est un petit bout où j'ai juste à remplir. J'ai pas à compter, j'ai rien à faire. Donc ça devrait aller très très vite. Il sera terminé cette semaine. Je suis très contente. Je le trouve très très beau. Je crois que c'est le plus beau entre le loup, le renard et l'ours. Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu. D'habitude, je prends que 2 fils. Et là, j'en ai pris 3. Et je trouve que ça lui donne plus de imposant, en tout cas, avec 3 fils. Donc maintenant, je pense que les points de croix, je le ferai toujours avec 3 fils. Et pour finir, niveau série en cours, je me lance enfin dans une nouvelle série. J'ai terminé The Crown la semaine dernière. Ça y est, j'ai mangé les 6 saisons. Je vais vous en parler juste après, vous faire un petit débrief rapide de ce que j'ai pensé de cette série. Et là, je me lance dans une série pareille, que je vois passer tout le temps. Enfin, un petit peu plus en amont quand même, parce qu'elle date pas d'hier. Et pareil, où je vois que des critiques dithyrambiques au sujet de cette série, où tout le monde me dit elle est géniale, il faut absolument que tu la regardes. Samedi soir, je suis allée à un concert avec ma meilleure amie, Véronique Ducœur. Pour la même occasion, on passe du coq à l'âne, hein, on a l'habitude, c'était absolument génial. Bref, et avec ma meilleure amie, pendant qu'on patientait, on parlait série et je lui dis tiens, il faut que je mette This Is Us. Et elle me dit mais oui, il faut que tu regardes This Is Us. Donc voilà, je me suis lancée dans This Is Us. J'ai regardé 3 épisodes hier, donc voilà, je peux rien vous dire de plus pour le moment. Je crois que c'est une série que tous les gens qui l'ont regardée l'adorent. Donc je me lance. Et sinon, donc, j'ai terminé The Crown, les 6 saisons. The Crown, pour la faire très courte, je pense que je ne vais pas apprendre grand chose à grand monde. C'est un biopic sur la reine Elisabeth, de son sacrement, de son couronnement jusqu'à les années
Un peu après la mort de Lady Di, j'arrive pas trop à positionner les années sur cette série. Il suffirait que je regarde, mais je sais plus. Ça commence même un tout petit peu avant son couronnement. Bref, 6 saisons et presque 60 ans de règne en fait pendant ces 6 saisons et un changement de casting tous les 2 saisons. J'ai trouvé ça hyper intelligent, hyper bien fait. On a une première reine Elisabeth absolument incroyable. J'adore en fait les 2 premières saisons. Je me prends vraiment, je découvre en fait le début du règne de ce mythe qu'était la reine Elisabeth II. Et ouais, je me prends de passion pour cette série. Puis arrive la saison 3 et le changement de casting. Et ça, j'avoue que au début, je me suis dit j'aime pas quand ça change d'acteur, quand ça change de casting. T'es habitué à tout le monde, mais en fait ça va de soi. Enfin, je veux dire, ça peut pas être la même reine quand elle a 20 ans que quand elle en a 80. C'est pas possible. Donc un changement de casting, du coup je décroche un peu et je ne regarde plus trop. Et puis quand je m'y remets, au début j'ai du mal avec la nouvelle reine, je l'aime pas, enfin bref, à chaque fois c'est toujours pareil avec moi. Et puis finalement je m'attache énormément à cette reine également. Et puis 2 saisons plus tard, nous arrivons sur la saison 5 et donc un nouveau changement de casting et donc une nouvelle reine. Là par contre, j'ai eu du mal à m'y faire jusqu'au bout puisque pour moi Dolores Sombrage, c'est Dolores Sombrage, ça ne peut pas être la reine d'Angleterre. Voilà. C'est une actrice qui incarne tellement quelqu'un de fort, je trouve, dans Harry Potter que j'ai eu du mal à la voir en reine d'Angleterre. Mais pareil, une actrice très émouvante finalement puisque quand on arrive vraiment sur les tout derniers épisodes où il y a beaucoup d'émotions, je trouve, puisqu'en fait on voit la reine et regarder en arrière et voir toutes ces années de règne et tout ce qu'elle a accompli. Et en fait, dans les derniers épisodes, en fait, les 3 reines se superposent. Et ouais, je trouve ça très bien fait. J'ai adoré cette série. J'ai adoré chaque épisode. Je trouve chaque épisode très fort. Les musiques de The Crown sont incroyables. D'ailleurs, quand je lis dans le salon, que j'ai mon casque sur les oreilles, dès que je lis un thriller ou quoi que ce soit, c'est en général la bande son de The Crown qui est sur mes oreilles parce que je trouve les musiques très fortes, très puissantes, très immersives en fait. Vraiment les musiques, un gros plus. Le casting, je vais revenir sur le casting parce que j'ai surtout parlé de la reine Elisabeth, mais le casting il est incroyable. Les ressemblances elles sont, alors il y a les maquilleurs, il y a tout ça, mais je trouvais ça dingue. On a une Lady Di. Alors, la deuxième Lady Di, j'ai un peu plus de mal parce que je trouve qu'elle surjoue tellement, qu'elle accentue un petit peu trop les tics etc. de Lady Di. Et j'ai eu un petit peu plus de mal avec celle-ci parce qu'en fait, la première, je l'ai trouvée excellente. Alors que bizarrement, c'est cette deuxième actrice qui a reçu tout un tas d'éloges et je ne sais plus qui c'est qui m'a dit ça, mais elle a reçu des prix, je crois, pour sa prestation de Lady Di. Alors que je trouve la première incroyable. La deuxième, limite, au début, elle m'énervait, alors que Lady Di, c'est quand même pas un personnage qui est censé m'énerver, quoi. Enfin bref. Et il y a également un autre personnage que je découvre énormément dans cette série, une autre personne que je découvre, c'est la sœur de la reine Elisabeth. En fait, j'en ai jamais, moi, trop entendu parler de Margaret. Moi, voilà, je suis plus la génération du prince Harry, du prince William. Voilà, je connais les frasques de Harry, mais je connaissais pas les frasques, en fait, de la sœur de la reine d'Angleterre. Et pareil, un casting incroyable pour interpréter cette sœur. Et pourtant, là, on a eu une actrice d'Harry Potter, mais ça ne m'a absolument pas gênée. C'est Helena Bonham Carter qui joue cette sœur dans la saison 3 et 4. Et cette actrice, de toute façon, elle est absolument incroyable. Je crois qu'elle pourra absolument tout jouer. Donc voilà, et puis les princes Philippe ont tous été bons. Enfin, vraiment, le casting, je le trouve fou. Je peux pas vous dire si c'est fidèle finalement à la vie de la reine d'Angleterre parce qu'en fait je la connais pas, la vie de la reine d'Angleterre. Je connais des passages, sa réputation, mais je trouve que c'est un biopic excellent, très immersif et très attachant, très touchant. La dernière saison, j'ai pleuré sur pas mal d'épisodes, il y a pas mal d'épisodes que je trouve extrêmement touchants, mais vraiment, si vous aimez la famille d'Angleterre,
je pense que vous l'avez déjà regardé cette série et que j'arrive bien après la bataille. Enfin sincèrement je ne sais pas si vous l'avez regardée, si elle vous tente, si vous l'avez aimée, mais moi j'en ressors très contente en tout cas d'avoir pris le temps de regarder cette série parce que elle était très intéressante, très intelligente. Je connais bien mieux maintenant la reine d'Angleterre et j'en suis ravie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire du coup pour ouvrir ce vlog. Je vous reprendrai un petit peu plus tard pour vous faire un update lecture. Je vous reprends, on est mardi et je vous reprends pour vous faire un petit update lecture de lecture terminée la semaine dernière. Donc je vous l'ai dit, j'en ai terminé 2. D'abord, je vais vous parler de celui-ci parce que je vais vous en parler très brièvement puisque c'est une saga et qu'on est déjà sur un tome 3. Et la vie reprit son cours de Catherine Bardon qui paraît donc aux éditions Pocket. À la base, ça doit paraître chez Les Escales, je crois. Enfin bref, peu importe. Les Déracinés, c'est vraiment une saga familiale que j'adore. Le premier tome, Les Déracinés, ça commence dans les années 30 avec la naissance d'un couple, la rencontre d'un couple, Alma et Wilhelm Rosenheck, qui habitent en Autriche. Et puis on va assister à la montée du nazisme et à ce couple juif qui va devoir fuir précipitamment son pays. Et par un concours de circonstances, ils se retrouvent à vivre en République dominicaine, à Sosua. Et voilà, leur vie va prendre un tout autre tournant, à partir de ce moment-là. Et voilà, on va suivre l'évolution de ce couple et la naissance de leurs enfants. Et parmi leurs enfants, il y aura Ruth, qu'on va suivre dans le tome 2, qui s'intitule L'Américaine. Là, on va plutôt se focaliser sur Ruth, qui décide, elle, au bout d'un moment, de partir vivre aux États-Unis. Et voilà, et on arrive ensuite sur ce tome 3. Je vais pas trop vous en dire plus parce que je risquerais de vous spoiler des choses. Là ensuite, de nouveau, Ruth, c'est la continuité plutôt de l'américaine. Et j'adore. C'est vraiment une saga familiale que j'adore parce que en fait, elle nous raconte l'histoire d'une famille sur un fond historique passionnant. C'est-à-dire que par exemple dans celui-ci on va avoir la mort de Martin Luther King, on aperçoit plus ou moins de loin le conflit israélo-palestinien, et on se rend compte que voilà, c'est quelque chose qui couve depuis des années. Et avec ça, elle nous propose des personnages très attachants. Ruth, c'est un personnage que j'aime beaucoup, la fille de ce couple en fait qu'on voit naître dans Les Déracinés. Voilà, j'adore Ruth, j'adore. Dans l'américaine, Ruth, c'est plutôt fin d'adolescence, début de sa vie de jeune femme, qui cherche un peu sa place, qui cherche un peu à s'affirmer, qui a des parents juifs qui sont expatriés. Elle cherche à trouver sa place, elle cherche son identité. Elle habite sur cette île à Sosua et elle trouve pas sa place et elle espère en fait réussir à s'affirmer et à devenir différente en partant un petit peu s'exiler aux États-Unis. Et là, en fait, c'est la suite et on a une route qui est plus mûre, plus réfléchie. Il lui arrive pas mal de choses dans l'américaine et là, on est voilà sur une jeune femme qui a un petit peu plus de vécu, on va dire. Et j'ai adoré retrouver ce tome. Il est un petit peu plus court que les 2 précédents, mais vraiment, c'est un grand bonheur de retrouver ceci. Il me reste donc un tome à lire de cette saga de Catherine Bardon et j'ai trop hâte de retrouver tous ces personnages. La fin est très touchante. Enfin, vraiment, cette saga, c'est une saga historique que j'aime énormément sur voilà les histoires des États-Unis, l'histoire de la République dominicaine. Enfin, vraiment, c'est hyper intéressant. Ensuite, j'ai également lu ceci, Les entrailles du mal d'Olivier Merle. C'est donc un tome 3. Je vous ai parlé il y a assez peu de temps du tome 1, Dans l'ombre du loup, et du tome 2, Le manoir des sacrifiés, déjà sur ma chaîne. Donc là, on retrouve ce commandant Grimm qui est voilà un flic qui à la base vit dans le sud, qui a fait un jour un peu une connerie et qui se retrouve muté en Bretagne. Dans le tome 1, c'est très accentué sur le fait que c'est un personnage quand même plutôt atypique, avec plein de tocs, très écolo dans l'âme, etc., etc.
Voilà, dans le tome 1, on découvre vraiment une histoire, son histoire de vie qui est assez particulière. Le tome 2 également, et le tome 3 encore plus. Ce tome 3, en fait, il commence par Grimm qui reçoit une lettre de menace et c'est marqué « Tu es fier de ce que tu as fait, l'heure des comptes a sonné ». Alors il se dit évidemment que c'est un flic et que des gens qui lui en veulent, il y en a énormément. Et voilà, il a mis des gens en prison, il a arrêté des méchants, etc. etc. Donc forcément... Est-ce qu'il faut qu'il prenne ça à la légère? Est-ce qu'il doit s'inquiéter? Et puis petit à petit, l'enquête avec son équipe, il a vraiment réussi à se constituer une super équipe en Bretagne. Il va enquêter, il va découvrir en fait qu'il y a quelque temps, il a mis en prison un jeune homme du nom de Dragic et que son oncle, un proxénète serbe, lui en voudrait peut-être pour avoir mis son neveu en prison. Donc en fait, l'enquête va commencer à aller par là et puis voilà. Finalement, en fait, ce tome, une fois de plus, c'est déjà un peu le cas dans le tome précédent. C'est-à-dire que ça va toucher très très personnellement le commandant Grimm et que ici, on part un peu plus loin encore dans sa vie privée et que là... c'est compliqué. Il a des choses dans sa vie privée qui vraiment sont très difficiles. On est sur des ficelles assez classiques dans le thriller, c'est-à-dire surtout quand en fait l'enquête tourne autour de notre enquêteur principal. Et à partir à peu près du milieu du livre, on comprend qui exactement lui en veut. Et on a une explication par rapport à ça. Et à partir de ce moment-là, je l'ai trouvé très, très, très addictif. J'avais envie de savoir, j'avais envie d'aller plus loin, j'avais envie de comprendre ce qui allait arriver au commandant Grimm. Attention, gros attention. Il y a des scènes extrêmement difficiles à lire dans celui-ci, notamment une scène de viol qui est hardcore de chez hardcore. Vraiment très, très compliqué. Et voilà, je tiens quand même à le dire ici et à insister là-dessus. Je m'attendais pas à une scène d'une telle violence et c'était très compliqué à lire. Je pense que c'est le tome que je préfère des aventures du commandant Grimm, que je retrouverai de nouveau avec plaisir. Je répète qu'il avait un côté très atypique dans le tome 1, que j'ai pas retrouvé dans le tome 2, que je ne retrouve pas non plus spécialement dans le tome 3. Mais ouais, l'enquête, écoutez, elle est bien ficelée, bien menée. La conclusion me plaît. J'espère juste que s'il y a un tome 4, Olivier Merle va un peu foutre la paix à son commandant Grimm parce que ça fait 3 tomes que le monsieur prend sacrément cher. Et donc au niveau de la lecture en cours, je suis sur Raison obscure d'Amélie Antoine. J'ai lu beaucoup de pages parce que franchement, il est extrêmement addictif. J'en suis presque à la page 300. Je vous l'ai dit hier, c'est un livre que je lis en lecture commune. On est 4 à le lire sur Instagram. Et c'est extrêmement addictif. Je pense que je suis celle qui est le plus en avance. Raison obscure. Comment vous le résumez? Raison obscure, c'est l'histoire de 2 familles qui ont en apparence rien à voir l'une avec l'autre, enfin qui ont rien à voir au début de ce roman l'une avec l'autre. Alors il y a d'abord la famille Mariani d'un côté. La famille Mariani, c'est un couple avec 2 enfants. Lui a une place très importante au niveau de son travail. Elle vient de se mettre à son compte il y a peu de temps parce que voilà, elle avait une petite entreprise de couture qui finalement a pris de grandes proportions. Et ils ont 2 enfants, une grande fille et un jeune homme et un garçon. Et puis à côté de ça, on a la famille Kessler. Là, on est sur un couple également. Elle est infirmière à l'hôpital. Lui, il a un emploi où il peut se faire muter facilement. Et du coup, en fait, il décide de déménager. Il décide de déménager, de se rapprocher de sa famille à elle. Et donc, ils vont venir vivre dans le coin de cette autre famille. Bref. Elle, du coup, elle devient infirmière libérale, elle a beaucoup plus de temps, etc., etc. Et eux, ils ont 3 enfants. Une très grande fille qui est à fond, on nique le système, cette société de consommation dégueulasse, bref. Ensuite, il y a Orlan, la seconde fille, qui est, elle, plutôt timide, plutôt réservée. Et puis, il y a le dernier petit de la famille. Voilà, on est sur 2 familles comme ça. 2 familles dans lesquelles il y a des problèmes. Des problèmes qu'il y a dans toutes les familles. Tout le monde a des problèmes. C'est-à-dire que d'un côté, on a cette mère qui est maintenant à son compte couturière chez elle, qui va être emmerdée par son voisin, vraiment très embêtée. Et puis, il y a de l'autre côté, Laetitia qui revient vivre dans la région de son enfance et qui va retomber sur un amoureux d'enfance et il va se passer ce qui va se passer. Voilà, alors au début on est là-dedans, c'est-à-dire qu'on nous raconte un peu, on suit en fait l'histoire de ces familles qui semblent
plutôt classique, etc. Dans chaque famille, ça tourne pas vraiment rond, mais voilà. Il se passe plein de choses et en même temps, rien d'extraordinaire quand je commence ma lecture. Et elle en donne des détails. Elle donne beaucoup de détails, Amélie Antoine, etc., etc. Sachant que le livre commence par un prologue où on est en juin 2017 où une des deux femmes, on ne sait pas laquelle, reçoit un appel en lui disant « faut vite venir au commissariat ». Et là, on comprend qu'il se joue un drame. Et ensuite, on retourne en 2016 et on assiste à ces deux petites vies de famille. On arrive de nouveau à ce juin 2017 où là, on sait laquelle des deux mères est appelée. Et hop, on retourne en 2016 et là, on va avoir le point de vue des enfants sur ce qui se passait dans leur foyer. Et c'est hyper intelligent, hyper intéressant la manière dont c'est écrit. Amélie Antoine, elle a une plume plutôt simple, mais extrêmement efficace. Je suis assez déroutée par ma lecture parce que je vous dis au début, je lis en disant oui, bon, il se passe des choses dans les familles, des problèmes, etc. Mais en fait, non. Quand tu arrives sur cette deuxième partie, que tu arrives sur le point de vue des enfants, et en fait, sur tout ce que t'es passé à côté dans la première partie, quand tu as le point de vue des enfants, c'est putain, qu'est-ce que c'est bon. C'est hyper brillant, c'est hyper intelligent. Ça y est, je pense que j'ai compris où veut nous amener Amélie Antoine dans ce roman-là. Mais en gros, c'est à quel point on peut ignorer ce qui se passe au sein de notre foyer. Et c'est une grosse claque, c'est assez violent et c'est vraiment pas mal du tout. Alors, j'en suis qu'à la page 300 sur 420. Sincèrement, ce soir, je m'étais dit que je regarderais This Is Us, mais je crois que je vais devoir le finir parce que j'ai envie de voir où c'est qu'elle nous amène, Amélie Antoine. Je passe vraiment... Je crois que ce roman-là, il va me faire chialer. J'en suis quasiment sûre, mais que c'est important de parler de tout ce dont elle parle dans ce roman-là. Et écoutez, je commence à comprendre pourquoi on en entend autant parler, mais j'ai hâte de le finir. Dès que je l'aurai fini, je vous en reparle, mais mon point de vue devrait peu changer. J'en suis quasiment certaine, tu le sens de toute façon, quand un roman va prendre une tournure... Enfin, je sens que ça va être quelque chose, ce roman. Et sinon, pour terminer, j'ai fait une réception qui me vient des éditions Nami. Et la couverture, elle est trop mimi. J'aime trop. Et j'ai donc pris un lundi parfum matcha de Michiko Aoyama, donc aux éditions Nami. Mon portable a encore coupé, il faut vraiment que je fasse de la place dedans. Je vous lis la 4e. Ce lundi-là, l'énigmatique propriétaire du café Marble à Tokyo organise une séance de dégustation de thé. Caché sous les cerisiers qui changent de couleur au fil des saisons, ce havre de paix se transforme alors en un lieu magique où l'amertume du matcha vient apaiser l'amertume de l'existence. Une brillante commerciale poursuivie par la malchance depuis le nouvel an, la propriétaire d'une boutique florissante qui a oublié l'humilité de ses débuts, une grand-mère en froid avec sa petite fille. Alors qu'un chat blanc, comme neige, observe paisiblement les étonnants humain qui l'entoure, le café Marble devient le lieu de rencontres insolites qui vont bouleverser la vie de ceux qui en ouvrent la porte. De Tokyo à Kyoto, Michiko Aoyama vous offre un délicat roman choral sur la beauté et la fragilité des relations humaines. Voilà, la couverture m'a attirée, le titre m'a attirée. J'avais lu La bibliothèque des rêves secrets en 2022 et j'avais pas été extrêmement fan, mais j'ai quand même voulu redonner sa chance en fait à l'autrice parce que tout le monde dit que c'est génial. Alors peut-être que j'étais passée à côté de ce premier roman. Donc voilà, je vais lire ça et je vous en reparle très vite. Je ne sais plus quand est-ce qu'il est programmé celui-là, mars je crois. Enfin voilà. Un très grand merci aux éditions Nami pour l'envoi. Voilà, je vais aller me faire un petit thé. J'ai reçu un thé la semaine dernière de la part d'une maison de thé Gokna absolument dingue. C'est un thé aux fruits rouges. C'est une collection autour de Jane Austen. Et le thé est absolument fabuleux. D'ailleurs, si jamais vous avez envie de commander, j'ai eu un petit code promo avec. Voilà, il est comme ça. Thé vert, fraise, framboise, rose. Franchement, il est très bon. Puis franchement, le packaging est trop canon. On va pas se mentir. Enfin voilà, je vais aller me faire une petite tasse de thé et puis je vous reprends plus tard. Oui. Alors regarde, j'ai trouvé un papillon. Deux Deux papillons. Renard.
Petit lapin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Petit Écureuil, lapin. biche, un petit lapin. Il y en a moi aussi, Trop mignon. Et moi aussi, c'est pas un animal, mais il y a une fleur. C'est pas un animal. Ah oui, il y a une fleur. Elle est trop jolie. Mais c'est pas dans les animaux. On se lance dans un nouveau puzzle. C'est quoi ça? Un chien? Un gorille. Tu crois? C'est quoi ça? Ah oui, un gorille. C'est un ours. On est jeudi, j'espère que ça va. Hier, j'avais une grosse journée de merde. Plus d'eau chaude, enfin bref, il y a tout un tas de trucs qui s'est accumulé hier. Du coup, je vous ai pas vraiment repris hier parce que j'étais dans un mood plutôt chafouin, pas très agréable pour vlogger. Donc voilà, mais hier, je vous ai quand même montré, on a attaqué un puzzle avec les garçons. C'est quoi ce puzzle de l'enfer? Je pense que hier, vous voyez, j'ai fait que ça. Pourtant, j'y ai passé un bout de temps, hein. Donc j'ai repéré les morceaux à peu près où ils allaient et j'ai encore tout ça. Il fait 600 pièces et c'est très compliqué quoi parce qu'en fait tu peux pas faire le tour, il n'y a pas forcément de forme. Il y a des pièces, genre elles sont, tu vois ça là, enfin tu vois ça ne tient pas en fait, ce n'est pas accroché, c'est emboîté. Donc ton enfant il te montre un truc et il bouge tout. Enfin bref, je pense vraiment que je n'ai jamais fait un puzzle aussi compliqué. Quand je vois toutes ces pièces et ce tout petit bout que j'ai fait là, tout petit bout parce que bah ouais, il y avait beaucoup de bleu et que je me suis aidée avec ça. Mais alors, il va être très très long à faire ce puzzle. Enfin bref, un nouveau défi. Je pense que je l'aurais pas fini cette semaine parce que j'aurais plus trop le temps de m'en occuper ni aujourd'hui, ni demain, ni samedi. Donc peut-être j'avancerai un peu dessus dimanche, mais... Je l'ai ouvert en me disant, bon, c'est un 600 pièces, ça devrait le faire. Erreur. Je vais aller me poser, je vais vous reprendre pour vous parler un peu de lecture. Alors, du coup, je vous reprends pour vous parler très rapidement de Raison Obscure, parce que je pense que je vous en ai déjà dit pas mal dessus. Mardi, j'ai dû vous dire un truc du genre, vous n'êtes pas tout à fait droit, dis donc. Vous n'êtes pas mieux. J'arrive pas à vous mettre droit. J'ai dû vous en parler en vous disant un truc du genre, je pense que la fin va me faire pleurer. Quel doux euphémisme. J'ai fini ce livre fracassé, comme ça. J'ai regardé mon mari, je dis c'est très très dur ce que je viens de lire. Très très violent, très... C'était incroyable. C'était incroyable. Lisez-le. J'ai écrit ma chronique tout à l'heure pour ce roman-là. Et j'avais envie de faire une contre-chronique, en fait. Juste marqué, lisez-le. Lisez-le. Il est incroyable. Il est très dur. Il est d'une violence, d'une rare violence. Et il est venu complètement me mettre le cœur en miettes. J'ai terminé ce roman-là, le cœur en miettes. C'est vraiment, je vous l'ai dit, mais c'est deux familles où chacun a ses petits problèmes et où chacun fait pas forcément attention aux autres. Et en fait, c'est toutes les conséquences de ça. Et je ne connaissais pas, en fait, en m'attaquant à ce roman-là, alors je sais pas pourquoi, mais je savais qu'il allait se passer quelque chose de horrible, puisqu'en fait, j'en entends beaucoup parler de Raison Obscure. Et toujours dans des termes en disant, il est nécessaire, ce roman. Et ouais, je peux que aller dans ce sens. Il est nécessaire, il est important, il est à mettre entre beaucoup de mains. Et il traite d'un sujet extrêmement difficile. Et enfin voilà, je vais pas vous en dire plus. Si vous aimez les thrillers domestiques, lisez-le. Lisez cette première partie avec tout ce que Amélie Antoine a à vous dire et prenez-vous une claque gigantesque en lisant la seconde. C'est vraiment ça la force de ce roman-là. C'est son écriture, c'est d'une puissance incroyable. Enfin bref. Je vais me répéter, vous dire de le lire, vous dire qu'il est incroyable, vous dire qu'il est violent, vous dire qu'il fait réfléchir. Lisez Raison Obscure d'Amélie Antoine. Derrière ça, fallait enchaîner et c'est toujours très très compliqué de passer derrière un livre qui me laisse un trou béant dans le cœur comme c'est le cas sur celui-ci. Je crois que voilà la poste. Bonjour. Merci beaucoup. À vous aussi, au revoir. Et donc, fallait enchaîner avec ça. Du coup, je l'ai terminé quand même plutôt de bonne heure mardi soir. J'ai été regarder la télé. Je me suis dit, je peux pas enchaîner avec un autre livre, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai un petit peu avancé dans This Is Us. Et hier matin, j'étais réveillée extrêmement tôt. Et donc, j'ai attaqué ceci. J'ai attaqué Sous le pommier de
Amélie Van Eyck. C'est donc un roman qui est paru en auto-édition. Et je suis très contente d'avoir enchaîné avec ça parce que c'est une histoire complètement différente. On part plutôt sur une jeune fille qui part sur les traces de sa mère, c'est des paysans. Là, voilà, ça se passe peut-être en France, en fait, finalement, on n'en sait rien, ça pourrait se passer n'importe où. Mais voilà, là, on part en Bolivie, etc. Et ça me fait du bien de lire quelque chose de beaucoup plus léger. Enfin, beaucoup plus léger. Là, voilà, on a une jeune fille qui a perdu sa mère, qui part sur ses origines, donc c'est pas léger, mais plus léger que ça, en tout cas, et surtout des paysans. Voilà, je pars en Bolivie, ça me fait du bien. J'ai pas mal avancé sur ce livre. J'en ai lu 115 pages, j'aime beaucoup la plume. C'est de l'auto-édition et j'ai pas cette sensation à la lecture que c'est de l'auto-édition. Alors il y a quelques petites coquilles parce que c'est de l'auto-édition, mais j'ai pas la sensation vraiment de me dire oui, c'est de l'auto-édition, je le sens, il n'y a pas eu un travail d'éditrice derrière, etc. etc. Là, pas tant que ça. Donc franchement, c'est super chouette. Pour l'instant, écoutez, je passe un très bon moment, mais je vous en reparlerai plus tard. Sinon, j'ai regardé 2 films dernièrement. J'avais dit que je vous en reparlerai. J'en ai regardé un la semaine dernière ou il y a 15 jours. J'ai regardé Shining. Alors, je pense vraiment Shining, c'est 2 salles, 2 ambiances. C'est soit tu adores le film de donc Stanley Kubrick, soit tu n'aimes pas. Eh bien, je n'ai pas aimé du tout. Alors, pas du tout. J'ai pas aimé, mais je vais modérer mes propos. C'est pas une daube, c'est pas tout ça. Alors déjà, peut-être que j'ai un petit peu de mal avec les films qui sont très vieux. Et le film est très vieux. Donc, c'est un autre monde du cinéma, c'est pas le cinéma d'aujourd'hui. Donc déjà, peut-être que ça ne joue pas en sa faveur, pour ma part. Et puis surtout, pour moi, c'est pas une adaptation du livre de Stephen King. Je vais essayer de le dire comme ça maintenant, parce que ça se dit Stephen King et pas Stephen King. C'est pas une adaptation pour moi. C'est un film tiré d'une idée de Shining. Voilà. Le principe est là, hein, c'est un couple avec son fils l'homme devient gardien d'un hôtel en pleine montagne et l'hôtel est complètement possédé. Le gamin, il a un don, voilà. Mais après, pour des éléments très importants dans le livre que je retrouve pas dans le film, ça me gêne. Et puis un élément qu'on aperçoit dans le livre, je parle des 2 jumelles pour ceux qui ont vu le film. Dans le livre, tu as conscience qu'elles existent, mais c'est tout. Dans le film, tu les vois toutes les 30 secondes, ces 2 jumelles. Enfin bref. Et puis cette fin, un peu ouverte, où qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il n'y a pas du tout dans le livre? Ah non, faut pas me faire ça. À moi, là, il faut que je comprenne tout. Et là, en regardant Shining, en fait, le film, à la fin, tu te poses des questions. Dans le livre, pas du tout. Voilà, je vais rester sur Shining, le livre, qui était très bien, de Stephen King, et oublier l'adaptation de Stanley Kubrick. Après, si vous aimez, je trouve qu'il est quand même assez flippant, angoissant, enfin vraiment, il instaure une ambiance, le mec, dans ses films, c'est quand même quelque chose, hein, Stanley Kubrick, je peux pas critiquer ça, mais ça l'a pas fait. Peut-être que si je l'avais regardé en ne connaissant pas le livre, j'aurais plus aimé en fait. Mais là, je m'attendais à des trucs qui sont pas venus et j'ai vu des trucs que je voulais pas voir. Donc voilà. Après, la performance de Jack Nicholson, elle est incroyable. Sa femme, la performance, elle l'est beaucoup moins. C'était très particulier, sa femme. Bref. J'arrête. Et sinon, hier soir, avec mon mari, nous avons regardé Le Cercle des Neiges sur Netflix. C'est donc un film de Bayona. Et c'est donc un film, c'est une histoire vraie. C'est sur un drame, c'est sur le crash d'un avion dans la cordillère des Andes en 1972. Et quand l'avion va se crasher, je crois que c'est un avion où à bord il y avait une 50aine de passagers, et quand il se crash, il y en a la moitié qui meurt dans le crash et l'autre moitié qui survit. Sauf qu'ils sont en plein milieu de la cordillère des Andes, que c'est quasiment impossible de les retrouver. En plus, on est en 1972, on n'est pas en 2024 où j'ai l'impression que les moyens n'étaient pas les mêmes forcément dans ces années-là. Et voilà, ils sont au milieu de la cordillère des Andes. Il fait froid, extrêmement froid. La nuit, les températures chutent de 30 degrés par rapport à la journée. Et voilà, on a 25 personnes, je crois 27 au moment où ça se crache, qui vont tenter de survivre comme ils peuvent.
Et cette histoire, elle est vraie. Et du coup, elle est d'autant plus incroyable. Le film, il est extrêmement prenant. Je trouve qu'on s'approche presque d'un documentaire. Autant en temps normal, je pourrais faire ça serait une critique négative pour moi. Autant là, c'est très positif parce qu'en fait, j'avais l'impression que c'était vrai, que c'était pas des acteurs, mais que c'était vraiment ce qui s'était passé. Je savais évidemment qu'il y a des gens qui allaient s'en sortir, parce que je connais plus ou moins l'histoire de ce crash, mais je ne savais pas comment, ni pourquoi, ni etc., ni tout ce qui s'est passé, ni combien de temps ils sont restés au fond de ces montagnes. Et puis tu te dis, mais c'est des miraculés quand tu vois ce film, quand tu vois qu'ils ont survécu à un crash. Ensuite, il y a eu des avalanches, ils ont été ensevelis. Enfin, vraiment, ce sont des miraculés. Je trouve que le film retrace extrêmement bien leur histoire. J'ai trouvé ça très vrai, horrible. Il faut faire des choses horribles pour survivre. Et vraiment, dans ce film-là, on voit tout. Et c'était horrible. Et il y a des moments où c'était compliqué à regarder. Mais vraiment, j'ai trouvé l'histoire incroyable. J'ai trouvé que le film était extrêmement réussi. C'est disponible sur Netflix. La seule chose, j'ai rendu ouf mon mari, c'est que c'était long. Et moi, les films déjà qui durent plus de 2 heures, j'ai du mal. Alors là, c'est marqué 2h25, je crois, sur Netflix, mais il doit y avoir bien 10-15 minutes de... C'est pas du film, enfin, c'est des photos, des trucs comme ça, bref. Mais vraiment, au bout d'1h30, j'ai regardé et je me suis dit, oh là là, il reste encore 1 heure, ça va être extrêmement long. Voilà, des fois, c'est très très long. Je vais pas vous dire combien de temps il reste en tout dans cette cordillère des Andes, etc. Parce que si, comme moi, vous aviez pas trop connaissance, en fait... Comme ça, vous voyez pas trop la fin des événements arriver, etc. Vous savez pas à quel moment ils vont enfin réussir, qu'il va enfin se passer un miracle. Donc voilà, c'était très très long. Au bout d'un moment, je vous dis, au bout d'1h30, j'en avais marre. Donc, et pourtant, l'histoire est passionnante. Donc voilà, mais je suis pas le meilleur public pour les films trop longs. Mais si vous avez l'occasion, en tout cas, de le regarder, cette histoire vraie, c'est cette histoire de miraculé, parce que vraiment, c'est incroyable, cette équipe de rugby uruguayenne, vraiment, ceux qui ont survécu, c'est incroyable. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je n'ai pas fait de réception. Là, j'ai reçu un petit colis, mais ça n'a rien à voir. Puis voilà. Sur ce, je vous reprends plus tard. Je vous reprends, on est vendredi. J'ai terminé hier soir Sous le pommier de Amélie Van Eck. Je vous en ai un tout petit peu parlé précédemment dans ce vlog. C'est donc un roman qui est paru en auto-édition avec Librinova. Petit point par rapport à ce que je vous ai dit la première fois à propos de ce roman, en vous disant je pars sur un truc léger. Une fois qu'on l'a terminé, c'est pas si léger que ça. Hein. Sous le pommier, c'est donc l'histoire d'une jeune fille, jeune femme plutôt, qui s'appelle Lisa et qui vient d'obtenir son diplôme. Elle a perdu sa mère il y a quelques temps. Sa mère était bolivienne et en fait elle décide de partir sur les traces de sa mère, d'aller rencontrer sa grand-mère, son grand-père, qu'elle n'a jamais rencontré puisque sa mère avait plus ou moins coupé les ponts avec sa famille en Bolivie. Donc elle va essayer d'y aller, essayer de comprendre exactement le pourquoi du comment. Donc cette jeune Belge prend son billet d'avion, part en Bolivie. Elle arrive donc dans sa famille, dans laquelle elle n'est pas forcément accueillie à bras ouverts. Et elle va apprendre en fait à connaître l'histoire de sa famille, à connaître l'histoire de ce pays qu'est la Bolivie. Et elle va se prendre de passion pour un couvent. Et dans ce couvent, il y a eu, dans les années 1865, 66, 67, un truc comme ça, quelqu'un de sa famille, une de ses grandes tantes, qui était rentrée au couvent. Elle s'appelait Eva. Et en fait, on dit qu'Eva, elle a commis un acte immonde que sa famille ne lui a jamais pardonné. Et donc, elle va se prendre de passion et étudier, en fait, l'histoire d'Eva, de ces carmélites et de ces femmes qui on a forcé à rentrer au couvent. Donc, on va suivre Lisa quand elle part en Bolivie. On va suivre sa mère, Maribel quand elle est jeune, Maribel quand elle est avec ses parents, et ce pourquoi du comment elle a quitté la Bolivie, pourquoi les liens sont rompus avec sa famille. Et puis à côté de ça, on va avoir également une partie où on suit Eva, cette jeune carmélite. C'est vraiment un roman à 3 voix avec 3 femmes. 3 femmes qui ont un peu la même ambition, j'ai envie de dire, celle d'être libre, celle d'être heureuse,
et de ne pas s'arrêter à ce qu'on attend d'elle. C'est 3 personnages très forts, notamment Eva, cette carmélite évidemment, qui m'a touchée en plein cœur. J'ai beaucoup aimé découvrir son histoire. La seule chose que je vais reprocher à ce roman, c'est qu'il est presque trop court parce que j'aurais eu envie d'en savoir plus, j'aurais eu envie que cette histoire ne s'arrête pas. J'ai été vraiment touchée en plein cœur par l'histoire d'Eva et puis par l'histoire de Maribel, cette jeune Bolivienne dont l'avenir n'était pas très prometteur parce que c'était qu'une femme et qu'elle ne peut pas faire d'études et qu'elle ne peut pas faire tout ça et qui a décidé de fuir son pays. C'était une très très belle histoire, franchement je ressors de cette lecture hyper convaincue. C'est de l'auto-édition et pourtant je ne le sens pas. C'est vraiment un roman qui mériterait d'être travaillé, pas parce qu'il est mauvais mais parce qu'il pourrait devenir encore bien meilleur. Et du coup je souhaite à Amélie très 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 sincèrement de trouver une maison d'édition qui tombe sur ce roman et qui pourra en faire un très très beau roman. Il est déjà vraiment très très bon. J'ai vraiment passé un bon moment parce que je trouve qu'elle avait beaucoup de choses à nous dire, l'autrice, à propos de ces femmes, et je trouve qu'elle les a hyper bien défendues dans ce roman-là et c'est vraiment une très très belle surprise. Sous le pommier de Amélie Van Eyck. Si vous avez envie de vous procurer un livre en auto-édition, vous pouvez foncer sur celui-ci. Un très grand merci une fois de plus à l'autrice pour sa confiance. Voilà, ce week-end je vais pas beaucoup lire donc je vais rien attaquer, j'ai un week-end pas mal chargé, on verra la semaine prochaine avec quoi j'attaque. Je pense que je partirai sur un Cozy Mystery en début de semaine. Parlant de Cozy Mystery, j'ai fait une petite réception que je vais vous montrer tout de suite. J'ai reçu un chouette petit colis ce matin et dedans il y avait du thé, des petits sachets de thé comme ceci. Et ça me vient d'une toute jeune maison d'édition. J'avais un petit mot avec Angélique. Je te souhaite un beau voyage littéraire au cœur de l'Écosse avec le tome 1 de Whisky, Scone et Chardon. Que cette lecture te soit aussi chaleureuse que vivifiante. Et donc c'est la maison d'édition Cottage Home. Je vais ouvrir tout de suite ce petit roman que j'ai reçu. Ça m'a donné très envie en fait. Je peux pas vous dire pourquoi. J'ai eu très envie de découvrir ce Cozy Mystery là. Donc je suppose que c'est un tome 1, c'est marqué Un départ mortel de Fiona Scotti Peter. 270 pages, donc ça devrait se lire très très vite. Alba Scott, une historienne au musée du Louvre de 28 ans, va faire face à une série de revers inattendus. Son patron la licencie, son propriétaire l'éjecte de son appartement et son petit ami la quitte pour une autre. Ni une ni deux, en parcourant les petites annonces, elle tombera sur une offre d'emploi pour être guide touristique dans un château écossais situé dans le petit village de Bilberry Lane. Plus rien ne la retient, elle boucle donc ses valises et part vers l'inconnu. Cependant, cette nouvelle aventure ne sera pas exempte de surprises. Elle fera la connaissance d'un jeune châtelain séduisant mais mélancolique à souhait, découvrira les potins de 2 grands-mères au Tea Books and Jones, le salon de thé du village, participera au concours des plus beaux jardins automnales et goûtera à la cuisine écossaise, dont le fameux haggis. Mais un meurtre viendra changer le train de vie des villageois et notamment le sien. Alba se verra prise de talent insoupçonné de détective amatrice et elle se lancera dans une enquête avec à ses côtés 2 complices imprévus. Mais attention, car fouiller dans la vie des autres pourrait bien lui causer des ennuis, surtout si elle donne des informations à l'ennemi et s'entiche de l'héritier du clan MacDonald. Vous prendrez bien un verre de whisky pour faire passer la nouvelle. Voilà, je vais le lire très rapidement et je vous en reparlerai. Ça c'est le petit logo de la maison d'édition. Je crois que c'est le premier roman qui paraît dans cette maison d'édition, donc voilà, je suis très curieuse. Un grand merci aux éditions Cottage Home pour l'envoi. Et j'ai également fait une autre petite réception. Et il s'agit d'un roman qui paraît donc au Cherche Midi, qui est déjà paru, de Seska Major, La prochaine fois peut-être. Un lundi de décembre, Emma rentre épuisée dans sa maison londonienne. Entre son travail d'agent littéraire, ses enfants et ses activités multiples, elle passe ses journées à courir. Et Dan, son mari, se sent de plus en plus délaissé. D'autant plus que ce lundi en question est le jour de l'anniversaire de leur rencontre. Une date importante pour Dan, mais Eva semble l'avoir oublié. Dan, homme d'ordinaire très calme, est à bout de nerfs et décide de sortir prendre l'air plutôt que de laisser exploser sa colère. Et ce soir-là, un drame va arriver. Rien ne sera plus jamais comme avant. Le lendemain matin, Eva se réveille et c'est à nouveau lundi. Le jour suivant, encore ce même lundi. Passé la stupéfaction, Eva va avoir en cet étrange phénomène un moyen de changer son destin et celui de sa famille. Parviendra-t-elle enfin à devenir qui elle veut être vraiment et à vivre en harmonie avec son mari la vie qu'il s'était promise ?
Et si l'occasion nous était donnée de revivre le pire jour de notre vie pour peut-être en faire le meilleur. Avec ce petit bijou de tendresse et d'émotion qui rappelle Un jour sans fin, Seska Major nous offre une comédie romantique à la fois irrésistible et poignante. L'adaptation est en cours sur Apple TV, produite par Reese Witherspoon. J'ai toujours trop de mal à prononcer son nom. Eh bien écoutez, ça m'a l'air pas mal du tout. Je vais essayer de le lire ce mois-ci, celui-ci. Ça m'a l'air d'être une histoire d'amour. On est dans le mois de la Saint-Valentin, donc pourquoi pas, écoutez. Ça m'a l'air pas mal du tout. Un très grand merci à Benoît du Cherche Midi pour l'envoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce vlog. Comme d'habitude, eh bien, j'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à prendre le temps de liker, commenter, partager votre instant de visionnage sur les réseaux sociaux. Moi, je vous reprends très vite pour un nouveau vlog. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye!